Nous nous sommes quittés il y a un mois sur le portrait que nous allons partager aujourd'hui, et vous l'avez compris, en tout cas je l'espère, nous allons parler de Didier Deschamps. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme le premier portrait vous a plu, on continue cette série avec aujourd'hui, donc le portrait de l'actuel sélectionneur de l'équipe de France. Né à Bayonne en 1986, Didier Deschamps est à la tête de l'une des meilleures sélections du moment, l'équipe de France donc. Ses parents, accompagnés d'abord de Philippe, l'aîné de Didier puis de Didier, habitent une petite maison dans la campagne basque. Sa maman, Ginette, est vendeuse de laine et son papa, Pierre, est peintre en bâtiment à la direction départementale de l'équipement. Pierre, le papa de Didier, joue aussi au foot, sous le maillot du célèbre Biarritz Olympique. C'est de là que partira la passion de Didier pour le football. Le jeune Didier est scolarisé dans le groupe scolaire Sutard, à Anglet. Une fois ses devoirs terminés, Didier s'empressait de sortir jouer au ballon, seul ou avec des amis. Cependant, il ne veut pas rejoindre un club dans un sport qu'il ne considère pas comme un métier. Ce qui plaît véritablement à Didier à cette époque-là, c'est la nature. Il aime chasser et pêcher et est très souvent accompagné de son papa et de son frère. Quand il rentre au collège, dans la ville de Bayonne, entre catéchisme et révision des cours, Didier découvre le sport avec ses amis. Il s'essaie à différentes disciplines comme le demi-fond, la natation et le football, mais il apprécie particulièrement jouer au rugby. Cette préférence va vite s'achever quand il va se rendre compte que ceux avec qui il joue au rugby sont beaucoup plus grands que lui. Il a 11 ans quand il décide d'essayer véritablement le football. Il débute dans l'équipe de l'Aviron bayonnais et ce n'est pas un hasard. Didier ne voulait pas signer au Genêt d'Anglet, l'équipe locale, puisque personne n'en sort. Alors que l'Aviron bayonnais a fait sortir des sportifs comme Christian Saramagna, Jean-Louis Caz ou encore Félix Lacuesta. Dès son arrivée au club, il surprend tout le monde, y compris Jacques Saurin, le coach de l'équipe. Il avait l'âge de jouer en pupille 2, mais vu sa taille et ses qualités, il a directement été positionné dans l'équipe minime. Didier prend rapidement l'ascendant sur ses équipiers et marque but sur but. Tout de suite surclassé, il connaît différentes sélections, d'abord départementales, puis régionales en 1982, où il brandit la Coupe du Vainqueur avec la Ligue Aquitaine. Une dizaine de clubs se manifestent pour récupérer la pépite bayonnaise, mais c'est bien Pierre Garonner de l'AS Saint-Étienne qui est le premier sur le coup. Ce dernier lui propose un stage d'une semaine dans le Forez, le français s'y rend et apprécie les infrastructures, mais quelques semaines après sa visite explose l'affaire de la caisse noire. Le contrat avec l'AS Saint-Étienne est donc rompu et les Girondins de Bordeaux tentent leur chance. Plus tard, il reçoit une invitation à assister à un match du FC Nantes où il se rend avec ses parents et son frère, et Didier finit par s'installer à Nantes en 1982. Pour lui, ses parents ont été formidables puisqu'ils l'ont laissé choisir le club dans lequel il voulait aller, sans le priver ou l'influencer. Il a choisi ce club car il lui donne des certitudes au niveau scolaire, mais son ambition première était bien de décrocher un premier contrat professionnel. Ses premiers mois à Nantes sont compliqués, il est présenté comme une étoile montante, ce qui a provoqué évidemment au sein de l'effectif de la jalousie. L'hebdomadaire Pif Gadget lui consacre un article en le présentant comme une future étoile montante du football français, ce qui n'aide pas. En parallèle, Didier travaille son niveau scolaire, sa classe de seconde, en distanciel. Il s'enferme dans sa chambre, a beaucoup trop de travail, mais il ne se plaint pas pour ne pas affoler ses parents. Au bout de 6 mois de contrat, Deschamps finit par être accepté par toute l'équipe et fait la rencontre de Marcel Desailly. Il passe de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour, ce qui lui permet de jouer la coupe Paul Nicolas, où son équipe est finaliste, et la bien connue coupe Gambardella, où son équipe échoue en demi-finale. Pour le directeur sportif du FC Nantes, si Didier ne rencontre pas de pépins physiques, il jouera en pro et pourquoi pas même en équipe de France. À 16 ans, Didier cravache tant sur le plan sportif que sur le plan scolaire où il prépare un bac, l'équivalent d'un bac économique. Il joue d'abord en D4, division 4, avant de faire son entrée dans l'équipe réserve de la D3. Ses prestations emmènent l'entraîneur de l'équipe première à l'intégrer à l'équipe professionnelle à l'aube de la saison 1985-1986. Il fait quelques apparitions sur la compo d'équipe, mais c'est surtout lors de la saison suivante qu'il va commencer véritablement à briller. En effet, le jeune homme apparaît à 19 reprises sur la composition d'équipe. Et il ajoute à son compteur 2 rencontres à l'échelle européenne. En 87, Didier parade son premier contrat professionnel et devient même capitaine de l'équipe. C'est sûr, l'équipe est très jeune, c'est jamais évident avec une équipe jeune et enthousiaste de savoir calmer le jeu et dans des moments importants de calmer et de savoir se replacer pour pouvoir jouer en contre. Encore samedi, on a prouvé qu'on a joué 90 minutes pratiquement à fond. Bon, ce match-là, on a réussi à le tenir. On a vu que contre Saint-Étienne, on avait joué 45 minutes très bonnes et puis les 45 minutes d'après, l'équipe a baissé. Bon, c'est pas évident, on a du mal à bien diriger nos matchs. Il avale une saison complète et marque même son premier but en Ligue 1 face à l'Olympique de Marseille. Bien dans sa tête, Didier doit faire face à un tragique accident. En effet, le 21 décembre 1987, son frère Philippe décède dans un accident d'avion. Il essaie de tourner la page avec une belle saison 1988-1989,
Et puis il est convoqué par un certain Michel Platini et il devient alors un joueur international. Désormais joueur de l'équipe de France, et après 131 matchs disputés au FC Nantes, Didier a envie de tourner une page et signe alors à l'Olympique de Marseille. Ses débuts sont très compliqués, Didier doit s'acclimater à sa nouvelle équipe qui est bien différente de celle qu'il a connue à Nantes. Il doit faire face aux autres stars montantes du football, mais aussi aux vedettes qui sont déjà là depuis longtemps. Sur la saison, il entrera 18 fois en jeu, jouera même une demi-finale au niveau européen. Et cette année-là, l'Olympique de Marseille remporte la Coupe de France et la Ligue 1. Ayant peu convaincu, Didier Deschamps est prêté aux Girondins de Bordeaux. Une nouvelle difficile à accepter, mais il n'a d'autre choix que d'essayer de relever le défi. Dès son arrivée, il doit se faire opérer d'un triceps et les conditions du club ne vont rien arranger. 3 entraîneurs vont se sélectionner sur cette seule saison 1990-1991. Le jeune Bayonnais est prêt à tout pour se sortir de cette situation, même à jouer pendant près de 2 mois sans salaire pour montrer à l'Olympique de Marseille qu'il est motivé pour revenir. Lors de la campagne éliminatoire de l'Euro 1992, Deschamps brille et s'affirme au sein de l'Olympique de Marseille. L'année suivante, il devient un des cadres de l'équipe en participant à 44 matchs et en marquant 4 buts. Pour un défenseur central, c'est plutôt pas mal. Mais ce qui marque véritablement son chapitre marseillais, c'est ce qui s'est passé en mai 1993. Didier est alors capitaine de l'équipe en remplacement de Jean-Pierre Papin et il devient alors le plus jeune capitaine de l'équipe à soulever la Ligue des Champions. Un an plus tard, le 6 mai 1994, Didier a envie de passer à autre chose et se lance alors pour un contrat de 3 ans avec la Juventus de Turin. Un nouveau chapitre commence alors, mais ça commence plutôt mal. Didier est touché au talon d'Achille, il est contraint de se faire opérer, 6 mois de convalescence et revient donc sur le terrain officiellement en février 1995. Cette saison-là, la Juve réalise le doublé en remportant la Coupe d'Italie et le championnat italien. Associé à Antonio Conte, le Basque devient le relais de Marcello Lippi, qui fait de ces deux hommes un milieu de terrain complet. La saison suivante, Didier remporte sa 2e Ligue des Champions, la première sous les couleurs de la Juve. Et je changeais complètement de planète, même si j'avais eu une bon apprentissage à Marseille, mais la Juve, c'est la Juve, voilà, c'est l'un des plus grands clubs au niveau européen et mondial, donc des mentalités différentes aussi, adaptation à des entraînements, préparation très longue, très spécifique, très dure, mais la fierté de... Il se retrouve également en demi-finale de l'Euro, où il a encore sa place dans l'équipe de France, mais on en reparlera plus tard. En 1999, Didier Deschamps est laissé libre de tout contrat par la Juventus et va alors se lancer dans un championnat dans lequel il n'a encore jamais joué, la Première Ligue. Dirigé par un ancien partenaire de la Juve, Chelsea ne va signer le Français que pour une seule saison. Le Français ne manque pas l'occasion, mais les résultats se font quand même attendre. En 2000, il signe au Valence FC, ce qui sera son dernier contrat professionnel en tant que joueur. On pourrait s'arrêter là sur le plan sportif de la carrière de Didier Deschamps, mais ce serait mettre entre parenthèses une trop belle partie de sa carrière. En effet, entre 1993 et 2001, Didier Deschamps a porté les couleurs de la France en sélection nationale. Et le bilan est plutôt positif. Un titre de champion du monde en 1998, vous vous en souvenez sûrement. Et puis il remporte également l'Euro 2000, une bien belle parenthèse sportive qui s'arrêtera sur le terrain en 2001. À peine quelques semaines après avoir mis les crampons au placard, Didier Deschamps est déjà de retour sur un terrain, mais cette fois pas sous l'effigie d'un joueur, mais sous l'effigie d'entraîneur. En effet, il signe pour une durée de 4 ans un contrat de coach de l'AS Monaco en Ligue 1, mais cette saison est très difficile et Monaco ne termine que 14e de Ligue 1, 4 petits points devant le premier club relégué. On doit dire qu'à cet instant, le coach est dans une position difficile, d'autant plus que certains l'annoncent déjà sur le départ. C'est le cas de Jean-Louis Campora, le président du club, mais Didier Deschamps parvient à sauver sa peau en acceptant de travailler avec 2 personnalités, Jean Petit et Jean-Luc Ettori, qui sont venus le seconder. Deschamps en est convaincu, un entraîneur n'existe que par les résultats. Il a donc conscience que pour rester, il va devoir faire ses preuves, même si certains considèrent qu'il a sous-estimé le niveau du foot français. Deschamps sait qu'il doit rectifier le tir, et c'est ce qu'il va faire, puisqu'en 2003, l'AS Monaco remporte la Coupe de la Ligue et obtient une belle 2e place en Ligue 1, un point, un tout petit point, derrière l'Olympique Lyonnais. J'ai laissé quand même pas mal de vacances à ceux qui étaient là l'an dernier, ils ont eu 5 semaines complètes, ils en avaient besoin. Là on travaille dur, mais bon, le temps passe vite, les saisons s'enchaînent aussi. La saison suivante va surtout être marquée par le parcours remarqué de l'AS Monaco dans la très connue Ligue des Champions.
Arrivé aisément en quart de finale, l'AS Monaco va devoir rencontrer le Real Madrid. Après avoir limité la casse en déplacement en ne perdant que 4-2, ce sont les Madrilènes qui sont en difficulté sur le terrain monégasque. Les hommes de Deschamps prennent le dessus et l'emportent 3-1. Ils sont qualifiés pour les demi-finales. Alors si on regarde le score cumulé des 2 matchs, effectivement ça fait 4 buts partout. Mais pour départager les 2 équipes, c'est le nombre de buts marqués à l'extérieur qui est décisif. Ici, l'AS Monaco en a marqué 2 à Madrid et les Madrilènes en ont marqué qu'un seul. La victoire revient donc aux Monégasques. Au tour suivant de la compétition, les hommes de Deschamps doivent affronter les Bleus de Chelsea. Une nouvelle fois, les Monégasques l'emportent 3-1 au match aller. Un match nul au match retour leur assure la qualification pour la finale de la compétition. Le suspense et la tension se font sentir à l'approche de la finale et les Monégasques sont en difficulté. Le FC Porto, autre finaliste, l'emporte largement 3-1. Cette défaite est très difficile à accepter pour l'équipe et pour le coach. Et en Ligue 1, cette saison se conclut par une belle 3e position, derrière l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. La saison suivante, malheureusement pour Didier Deschamps, les tauliers du groupe sont partis, ce qui n'empêche pas l'équipe de terminer 3e une nouvelle fois de Ligue 1 et d'accéder aux 8e de finale de la Ligue des Champions, et aussi 2 demi-finales en Coupe nationale. Mais c'est en 2005 que l'aventure Monaco-Deschamps va s'arrêter, suite à des résultats médiocres en Ligue 1, mais surtout à une élimination dès le 3e tour de la Ligue des Champions de l'AS Monaco. Comment rebondir après un parcours finalement très mitigé, on a vu des beaux moments de gloire mais aussi des grands moments de difficulté? Eh bien Didier Deschamps a la réponse. Vous l'aurez compris, Didier Deschamps fait son retour en Italie, à la Juventus de Turin, et malheureusement son équipe est confrontée à une sombre histoire de corruption d'arbitre juste avant son arrivée. Finalement, l'équipe est punie et reléguée en série B, et part avec 17 points de pénalité, qui seront finalement réduits à 9 en octobre. Donc en bref, Didier Deschamps il arrive au pire moment à la tête de l'équipe, mais il peut compter sur le soutien de grands joueurs comme Gianluigi Buffon. Malgré la sanction, le nouveau coach de la Juve parvient à faire remonter la Juve en Serie A dès la première année, preuve de la force de caractère du sélectionneur et de ses joueurs. Les supporters sont impressionnés par la motivation du coach et par sa réelle envie de remonter l'équipe dans l'élite. Mais peu après cette fabuleuse prestation, il y a des tensions internes dans l'équipe et Deschamps met finalement fin à son contrat en 2009. Une fin prématurée qui laisse peut-être un petit goût amer dans la tête de Didier Deschamps. Début mai 2009, après le départ de Éric Jeuret, l'Olympique de Marseille annonce l'arrivée d'un nouvel entraîneur, Didier Deschamps. Ayant signé un contrat de 2 saisons, son arrivée est fragilisée par 2 événements majeurs, le départ de Pape Diouf et le décès de Robert-Louis Dreyfus, les 2 hommes qui ont insisté pour que Didier Deschamps devienne coach du club. Forcément, si je suis là, c'est qu'il y avait une volonté commune, à savoir de la part de l'OM de me prendre comme entraîneur et moi aussi d'avoir envie de venir entraîner ce club-là. Les circonstances ont fait que, les événements ont fait que, des 2 côtés, il y avait une volonté commune. Donc à partir de là, tout est devenu beaucoup plus réalisable. Dès sa prise de fonction, Deschamps réalise une mercatique solide en recrutant d'importants joueurs et l'OM joue rapidement le haut du tableau. En Ligue Europa, le club est sorti par l'équipe de Benfica en 8e de finale. En mars 2009, l'OM remporte la Coupe de la Ligue face aux Girondins de Bordeaux, une équipe menée par un ancien équipier de Didier Deschamps, à savoir Laurent Blanc. Cette victoire brise la série de 17 années sans titre majeur pour le club. L'équipe est aussi sacrée championne de France à 2 journées de l'issue de la saison. Une performance largement saluée par les supporters, et Didier Deschamps remporte en 2010 le trophée France Football du meilleur entraîneur français. À l'ouverture de la saison 2010-2011, l'Olympique de Marseille remporte le trophée des champions devant le Paris Saint-Germain. L'OM se qualifie aussi pour les 8e de finale de la Ligue des Champions 11 saisons après sa dernière qualification. Après un début de saison compliqué en Ligue 1, Deschamps est prolongé jusqu'en 2014, faisant taire toutes les rumeurs de départ, qu'il envoyait d'ailleurs soit à Chelsea, soit à Rome. Pour en revenir au football, même si Marseille est éliminé par Manchester United en 8e de la Ligue des Champions, les Bleus remportent la première coupe de la Ligue de leur histoire en l'emportant 1-0 face à Montpellier. Au championnat de la Ligue 1, l'OM se classe 2e, juste derrière Lille. La saison 2011-2012 n'est pas bonne pour les hommes de Didier Deschamps, seulement 10e en championnat et avec des tensions avec le directeur sportif José Anigo. Cette mauvaise statistique marque la fin du chapitre Deschamps-OM. Et début juillet, sans surprise, l'Olympique de Marseille et Didier Deschamps annoncent leur séparation. Il touchera notamment une indemnité de départ de près de 900 000 €. Et c'est là que commence le dernier chapitre, qui est encore en cours d'ailleurs aujourd'hui, de la carrière de Didier Deschamps en tant que coach, l'équipe de France.
Sur le départ de Laurent Blanc du poste de sélectionneur de l'équipe de France, Deschamps se met d'accord en juin 2012 avec Noël Le Graët, le président de la Fédération française de football, pour un contrat de 2 ans reconductible en cas de qualification pour la Coupe du Monde au Brésil en 2014. Dès sa première conférence de presse, Didier Deschamps veut poser le décor et implanter sa réelle motivation et aussi sa fermeté. Pour sa première sortie sur le banc, lors du match France-Uruguay, Deschamps ne révolutionne pas l'équipe lors des barrages pour la Coupe du Monde en 2013. Malgré l'arrivée de Raphaël Varane et de Paul Pogba, les Bleus sont à l'arrêt face à l'Allemagne où ils perdent 2-1, et pire contre l'Espagne où ils s'inclinent 1-0. Finalement, après 2 matchs sensationnels, les Bleus se qualifient pour le Brésil, l'objectif est atteint par Didier Deschamps, qui est prolongé jusqu'à l'Euro 2016. Cette Coupe du Monde tant attendue a réservé de belles surprises aux Bleus, même s'ils sont éliminés en quart de finale. Leur parcours est plus que positif pour une équipe qui est désireuse de bien faire. La prochaine compétition pour les Bleus, c'est l'Euro 2016. L'objectif, c'est de montrer que la France a de quoi faire trembler les grosses sélections européennes. Et après une phase de poule réussie, où la France termine en tête de son groupe, la phase de poule est réussie pour l'équipe de France, qui termine en tête de son groupe. En 8e, les Bleus renversent l'Irlande et filent en quart de finale, où ils vont affronter l'Islande. Les hommes de Deschamps font le métier et se qualifient pour le prochain tour. Dans un stade Vélodrome plein à craquer, les Bleus réussissent à renverser l'Allemagne et se qualifient pour la finale, notamment grâce à un doublé d'un certain Antoine Griezmann. Cependant, la France passe à côté d'un 3e sacre au niveau européen en s'inclinant 1-0 face au Portugal. Une frappe d'Eder dans les dernières minutes des prolongations viennent anéantir le public français. L'échéance suivante pour les Bleus, c'est la Coupe du Monde en Russie en 2018. Pour la première fois, Kylian Mbappé est sur la liste des joueurs sélectionnés pour la compétition. En qualifiant les Bleus, Didier Deschamps voit son contrat prolongé jusqu'à l'Euro 2020. De retour en Russie où les Bleus sortent de leur poule, ils affrontent en 8e de finale l'Argentine sur un score impressionnant de 4-2. Retour en Russie où les Bleus éliminent l'Argentine en 8e de finale sur un score impressionnant de 4-3. Quelques jours plus tard, ils affrontent en quart de finale l'Uruguay qu'ils éliminent 2-0 avant de retrouver la Belgique en demi-finale. Et au bout du suspense, les Bleus l'emportent 1-0 et filent une nouvelle fois vers la finale. Et pour le dernier match de la compétition, les Croates essaient de mettre la défense française en difficulté, ce qu'ils parviennent à faire en inscrivant 2 buts, mais rien à faire face à l'attaque française qui va inscrire 4 buts dans cette finale, et les Bleus sont champions du monde. Fin 2019, la Fédération française de football prolonge le contrat de son sélectionneur jusqu'à la prochaine Coupe du Monde qui a eu lieu en 2022 au Qatar. Lors de l'Euro 2020, les Français échouent en 8e de finale face à la Suisse, un match qui s'est décidé au tir au but. Autre désillusion, l'équipe de France s'incline face à l'Argentine en finale de la Coupe du Monde au Qatar, une défaite qui est difficile à accepter pour Didier Deschamps et pour ses hommes, mais ils sont déjà tournés vers la prochaine échéance, à savoir l'Euro 2024. Le mot aller va être la base des 15 prochaines secondes, Michel. Le mot bravo va être la base. Mais va être la base de la prochaine minute. D'avoir regardé ce portrait, j'espère que celui-ci vous a plu. Il était un petit peu plus long, un petit peu plus technique aussi à préparer. Mais j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à faire parler de cette série de vidéos autour de vous. Et puis voici un petit indice de la prochaine personnalité dont on va parler pour le mois de novembre. Je vous dis à très bientôt.